On est parti. Alors, bonsoir à tous, bienvenue à ce premier épisode du canapé de Monocle. Donc, on essaie de faire un format un peu plus informel. C'est pour, comme vous le savez, chez Monocle, on essaie d'être assez transparent et ouvert à la discussion. Alors, on nous dit que c'est flou. Donc, je laisse Maxime gérer le problème technique. Si vous nous entendez déjà, c'est bien. Donc, je précise bien ça. On essaie de faire, c'est une conversation avec vous. Voilà. Mimosa, que la plupart d'entre vous connaissent, qui gère le fond avec moi depuis le début, et moi-même. Donc, posez vos questions. N'hésitez pas, on est là pour ça. Je démarre tout de suite, pas avec 2022 qui va moins vous intéresser, parce qu'évidemment, ce qui compte, c'est la performance 2023. On a directement commencé la course 2023, c'est celle-là qu'il faut essayer de gagner. Et donc, 2023, Mimosa, on voit des marchés qui montent pas mal. Beaucoup. Voilà, le CAC, là, on n'est pas loin de plus 9. Ouais. Les marchés américains, un peu moins. On est entre plus 4, plus 6 pour le S&P et le Nasdaq. Donc, ça monte quand même relativement fort pour un début d'année. Et qu'est-ce qui, toi, te choque en face de cette montée des indices ? Moi, ce qui me choque, c'est tous ces profit warnings qu'on reçoit depuis le début de l'année. On a eu Ubisoft, on a eu Lululemon, on a eu Logitech. Salesforce vient d'annoncer qu'ils vont licencier 10 000 personnes. Ouais. On a eu Covestro ce matin. Donc, le news flow est très mauvais depuis ce début d'année. Voilà, donc ça touche des secteurs ultra diversifiés. Lululemon, c'est un peu comparable à Nike, c'est les pantalons de yoga, c'est une grosse capi, ça vaut 50 milliards. Covestro, c'est un groupe chimique allemand. Logitech, c'est ceux qui équipent tous les ordinateurs en clavier et souris. Alors, c'est une petite société suisse. Mais c'est lié avec tout ce qui est Microsoft, Intel. Voilà, c'est-à-dire que si ils ont eu un énorme boom de leurs commandes pendant le Covid, parce que tout le monde s'est équipé chez soi, et si tout le monde achète des ordinateurs, ça contribue beaucoup au chiffre d'affaires de Microsoft, forcément. Donc, s'il y a un gros coup de frein, et là, il était déjà là en 2021, mais on le voit encore plus en 2022 chez Logitech, c'est forcément pas très bon signe pour Microsoft. Donc, effectivement, il y a cette espèce de divergence entre les indices d'un côté qui montent, pour nous plutôt basés sur de l'euphorie ou des choses un peu macro. Est-ce que l'inflation va se baisser? Est-ce que les banques centrales vont arrêter de monter les taux? Ou la situation en Ukraine va s'arranger? Mais c'est des choses plus incertaines. Mais en tout cas, le news flow des sociétés, lui, qu'on voit arriver tous les jours, il est plutôt pas très bon. Et ça rappelle un peu 2001. En 2001, après début 2001, la banque a fait un pivot, donc ce dont tout le monde rêve, la Fed, la banque centrale, a baissé les taux de manière surprise début 2001. Le marché est monté de manière très forte, pendant un mois ou deux. Et après, il est reparti en bas, et le plus bas, c'est 18 mois plus tard. On a eu moins 50 pour le Nasdaq et pas loin de moins 30 pour le S&P. Voilà, par rapport au début 2001. Donc, parce que nous, on pense que les résultats des entreprises seront plus forts comme facteur que la partie macro. Et si on voit beaucoup de profit warning, attention à ça. Alors, néanmoins, on voit quand même 2-3 opportunités qui sont arrivées avec les baisses de 2022. Une ligne qu'on n'avait pas rentrée dans le portefeuille depuis très longtemps, Apple. Apple, tout à fait. On vient de rentrer en ligne de 4% en ce début d'année, après une baisse plutôt de 30%, parce que chez Monocle, on aime bien les points bas d'entrée. Ouais. Donc, on a acheté autour de 125 et pas à 180 il y a un an, à un multiple plutôt correct. On est où en multiple? On n'est pas loin de 19-20 en fait. Voilà. Donc à peu près au même niveau pour Alphabet, par contre 25% moins cher par exemple pour Microsoft. Voilà, dans les 4-5 grosses, d'accord, vous avez Alphabet et Apple à peu près à 20, donc ils sont revenus des choses beaucoup plus raisonnables qu'il y a un an. Microsoft est plutôt 25, donc celle-là est plutôt plus valorisée, surtout avec le risque qu'on mentionnait avec Logitech. Oui. Et puis Facebook est remonté pas mal. Bon, les résultats sont différents parce qu'il y a le côté métaverse, donc les résultats sont un peu pollués. C'est ça, mais on va dire 12-13 sur Meta, Facebook. On a toujours une position, on a combien en Facebook, Meta? 4%. 4%. Donc on a gardé cette position en Meta. On est toujours très convaincu du potentiel à long terme. Sur la partie crédit, est-ce que toi, tu vois des choses en ce début d'année? Sur la partie crédit, on voit beaucoup moins d'opportunités que sur les actions. Ouais. Sur tout ce qui est le crédit, on va dire de qualité, tout le monde est là, donc il y a très peu d'opportunités. Et surtout crédit de qualité aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur, vous faites à peu près du 3% par an.
Voilà. Une oblig LVMH aujourd'hui, un très bel émetteur comme ça rapporte 3%, c'est-à-dire très très peu au-dessus d'une obligation d'État. C'est ça. Et on a les obligations, on va dire, à risque, qu'aujourd'hui doivent rapporter autour de 6-7. Oui, alors c'est ça. Alors 6-7, c'est des dossiers un peu plus dangereux quand même. Des obligations au rendement pas trop dur, c'est du 5 maintenant. Ouais. L'année dernière, quand ça a un peu plus serré, c'était arrivé à 8. Voilà. Donc entre 8 et 5, il y a quand même une grosse marge de manœuvre. C'est ça, et surtout les obligations sont une classe d'actifs qui est un peu plus dangereuse que les actions. Votre gain, vous savez, il est limité. Alors, ce que dit Mimosa, j'imagine que c'est contre-intuitif. Normalement, les obligations, c'est prévu comme beaucoup plus sûr que les actions. Mais surtout en ce moment où vous sortez d'une période qui a été très longue, très accommodante de taux à zéro, et que vous démarrez avec maintenant des taux plus chers, donc du refinancement plus compliqué, les obligations, ce que tu voulais dire, c'est cette asymétrie entre le gain potentiel et ta perte potentielle. Par exemple, le gain, on le connaît, on achète à 85 aujourd'hui, on touche nos intérêts chaque année, on est remboursé à 100. Par contre, dans le dossier à risque, la perte est assez importante. C'est-à-dire, si on se plante, pour donner un exemple pratique, une obligation hors PA, il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois, ça valait 80. D'accord? Donc, je parle de très longtemps après le scandale et tout ça. Hein. L'action avait déjà été divisée par 4. L'obligation valait 80. Tout à coup, ça ne se passe pas très bien, ça part en restructuration. Ça part de 80 à 20 très rapidement. Donc, il y a vraiment cette dichotomie entre les deux qui rend, nous, on pense, sur les dossiers un peu à risque, la partie obligataire plus compliquée dans cette année 2023 où quand même toutes les banques centrales, ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles veulent calmer l'inflation. Pour calmer l'inflation, elles veulent amener un peu une récession. Enfin, en tout cas, elles veulent freiner l'économie. Quand on freine l'économie, les dossiers qui sont assez à risque et assez difficiles, ils ont beaucoup de mal. Ils sont les plus fragiles. Donc, on a réduit 2 lignes qu'on avait cette année. Cette année, en fait, on n'avait pas d'exposition obligataire corporate pendant plusieurs années. On a commencé à rentrer l'année dernière avec la hausse des taux. Ouais. On avait une poche à peu près de 16%. Et en ce début d'année, on a réduit quelques dossiers un peu plus à risque. On est passé à 14%. Donc, dans ces dossiers à risque, on a sorti, par exemple, Atos. Pour donner un exemple, les grandes masses sur Atos, je n'ai plus les chiffres précisément en tête, mais en gros, ils ont emprunté, je crois que c'était à peu près 5 milliards pour acheter plein de sociétés. Donc, ils ont emprunté 5 milliards, ils ont acheté les sociétés. S'ils ont payé beaucoup, beaucoup trop cher, ils ont payé ça dans les marchés d'euphorie les années avant l'année dernière, et qu'en réalité, ces 5 valent 1, ben là, il y a un trou de 4 milliards à payer et il n'est pas certain que l'activité d'Atos, forcément, pourra trouver à financer ça sans qu'il y ait une rediscussion avec les créditeurs. Donc, le risque n'est pas… ce dossier peut très bien se passer, mais il ne peut pas bien se passer. S'il se passe très bien, on a vendu autour de 80, ce qu'on vient de dire, ben, vous irez à 100. Voilà, ça c'est le maximum. S'il ne se passe pas bien, vous pouvez aller à 50 ou à 20 assez rapidement. Donc, dans le contexte 2023 où nous, on veut vraiment insister sur la partie prudence, parce qu'avec les taux qui remontent, tout ce qui était crédit avec beaucoup de dettes et beaucoup de leviers, ça va se compliquer de manière certaine. On a préféré ressortir de ces dossiers-là. Atos, on fait un petit profit d'ailleurs. On a fait un petit profit. On avait été très soigneux sur le point d'entrée. C'est ça, on est rentré plutôt vers 74 et ressorti vers 85 en moyenne. Voilà. Donc, obligation, on n'a rien vu de plus. On est reparti sur la partie crédit, sur la partie action, pardon. Est-ce qu'il y a un autre dossier qui te paraît intéressant, toi? Par exemple, on a une ligne de BioNTech qui représente aujourd'hui un peu moins que 3% du portefeuille. On a à la tête deux brillants scientifiques, Ugur Sahin et son épouse Ozem Turechi, qui travaillent ensemble depuis plus de 20 ans, des passionnés de la science, qui ont déjà créé, géré et revendu une société avant de créer BioNTech. Donc, on sait que c'est pas, ils ont vendu ça à 1 milliard. 1,5 milliard. 1,5 milliard. Donc, on sait que c'est pas juste des brillants scientifiques, mais c'est aussi des gens qui savent prendre une boîte, la développer, ce qui est un point très important pour nous. C'est ça, qu'ils ont une technologie du futur, le messager RNA. C'est ça. Ils ont déjà un produit, le vaccin Covid, qui était approuvé. Ils ont plein d'autres produits en cours. Sur le cancer en particulier, qui était leur domaine de prédilection. Le HIV, la malaria, des vaccins contre, un vaccin mélangé entre la grippe et le Covid. Et le plus important aujourd'hui, je pense, c'est qu'ils ont 20 milliards de cash sous la balle.
Voilà, donc juste pour donner les grands chiffres, la capitalisation boursière de BioNTech aujourd'hui, c'est 35 milliards. Dans ces 35 milliards, il y a 20 milliards de cash. C'est comme si vous achetez une maison 3,5 millions dans laquelle il y a un coffre et dans le coffre, il y a 2 millions. En réalité, la maison vaut 1,5 million. Donc là, BioNTech, l'activité, vous la payez juste 15 milliards, ce qui ne nous paraît pas trop cher vu qu'ils ont toujours la moitié de tous les droits sur le vaccin Covid de Pfizer et que ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Tout ce qu'on suit sur le Covid nous dit que les vaccinations vont continuer, à un rythme qui ne sera pas le même qu'avant, mais elles vont continuer. Et il y a tout le potentiel de ce qu'ils font devant, donc on pense que c'est une très belle boîte pour l'avenir. On a une pause. Alors voilà, comme dit Mimosa, totalement décorrélé. Les taux montent, les taux baissent. Est là ou pas là, voilà. Voilà, ça n'a pas de jeu, donc on aime bien avoir ce genre de paris qui ne sont pas trop dépendants de ce qui se passera sur le reste. Et on a une position qu'on avait à 2%, qu'on a monté temporairement à 3%, donc ça c'est jusqu'à la fin de janvier, pour jouer une chose. Ça, c'est l'agrément des vaccins mRNA en Chine. Voilà. Est-ce que la Chine, est-ce que Xi Jinping, c'est ça, se met à distribuer massivement son vaccin en Chine? On voit passer des nouvelles comme quoi les Chinois vont se faire vacciner avec ce vaccin-là à Hong Kong ou à Macao. On voit qu'il y a de la demande. On voit que quand Olaf Scholz est allé en Chine il y a un mois, il a emmené plein de grands patrons de Volkswagen, de BASF qui ont plein d'activités en Chine et Ugur Sahin de BioNTech, ce n'était pas gratuit. Donc, et qu'il a obtenu d'ailleurs des vaccins BioNTech pour les ressortissants allemands en Chine. Donc, il y a une probabilité. Celle-là, elle n'est pas à 80%, mais elle est peut-être à 25 ou 30. Donc, c'est celle-là qu'on joue. On pense qu'on n'a pas beaucoup de risques sur le bas. Au plus bas, je crois que sur BioNTech, on a vu $120. 120 quelques, c'est celle-là, on n'est pas trop loin. Là, on est à 145, donc ça ne change pas grand-chose. Ouais. Et on n'a pas beaucoup de risques en bas. Et si à un moment, il y a une bonne nouvelle sur la Chine, on a un risque au-dessus. On pense que dans un mois, si d'ici fin janvier, ils n'ont pas déclenché, voilà, ça nous paraît trop tard. Enfin, là, les espérances ne nous paraissent pas assez élevées pour continuer de justifier la pause. Donc, on la redescendra à 2 et on gardera nos 2 sur le long terme. Alors, je vois qu'on a eu des questions dedans. En 3 ans, Apple est passé de 50 à 100 milliards de résultats. Est-ce que la croissance ne sera pas moins spectaculaire? Si, la croissance sera sans doute moins spectaculaire, on est d'accord. Après, c'est quand même ils ont obtenu une espèce de monopole avec une part de marché qui n'a fait que monter, en fait. Donc, c'est vraiment devenu un produit de référence. J'ai plus ils ne donnent plus les statistiques sur les iPhones, mais je voyais quelque chose, je voyais des chiffres qui dataient de 2018. Je pense que maintenant, ils doivent vendre plus d'iPhone que de PC. Ouais. Donc, c'est quand même une part de marché gigantesque. Ils ont beaucoup de pression de tout le monde pour enlever, pour diminuer les frais qu'ils prennent sur l'Apple Store, etc. Mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Donc, nous, on est là uniquement pour un exercice de valorisation. D'accord ? Sur le très long terme, je préfère être actionnaire de Meta que d'Apple, parce que Meta investit plus d'argent dans la recherche. Au dernier trimestre, le budget de recherche de Meta, c'est 9 milliards et celui d'Apple, c'est 6. Donc, si les choses changent sur le long terme, je pense qu'il y a plus de chances que Zuckerberg ait raison plutôt qu'Apple. Mais dans l'année à venir, là, est-ce qu'il y a des risques de grosses déceptions sur Apple? On ne croit pas trop. D'accord? Alors, on est sûr de rien, parce que la Chine est un client important et ce qui s'est passé en Chine avec le Covid, là, est difficile à cerner complètement pour Apple. Mais au cours aujourd'hui, c'est toujours une question de prix. On pense que c'est un risque-rendement relativement intéressant. Oui, tout à fait. Alors, une autre question. Quelle est votre vue sur la société Valneva? Mimosa, Valneva. Valneva, j'ai très peu suivi, en fait. D'après les trucs que j'ai suivis, en fait, ils sont arrivés trop tard dans la course sur le vaccin contre le Covid. Oui, c'est ce que moi j'ai suivi aussi. Voilà, je sais qu'ils ont un partenariat avec Pfizer contre la maladie de Lyme, qui aurait plutôt des bons résultats positifs, mais je pense qu'ils sont encore en phase d'évaluation du traitement. Moi, je n'en sais pas plus que Mimosa, c'est ça. Et que je sais qu'ils ont fait plusieurs augmentations de capital parce qu'ils avaient besoin de fonds pour se financer, ce qui n'est pas le cas chez BioNTech parce qu'ils ont les 20 milliards aujourd'hui en fait pour financer toute cette recherche et développement. Alors, plus globalement, ce qui est sûr, donc on ne connaît pas très bien Valneva, mais c'est certain que dans la partie biotech, il y a pas mal de choses plus intéressantes en ce moment, parce que le marché a pris beaucoup de baisse l'année dernière, donc là, ils se sont fait assez mal.
Et donc, ça commence à être plus intéressant. Là, les sociétés de biotech, pour beaucoup, ça se traite un peu comme des options. Pour moi, c'est mon début de carrière, donc je vois comment ça marche. C'est-à-dire qu'il est normal que vous en achetez 10, il est normal qu'il y en ait plein qui ne fonctionnent pas, et celles qui fonctionnent doivent vous donner un très beau succès. Je lisais il n'y a pas longtemps un livre sur Genentech, qui était la première biotech créée dans les années 70, qui a réglé le problème de l'insuline à partir de la recomposition de l'ADN, et qui était un peu comme BioNTech d'ailleurs. Ils avaient une technologie qui était de recomposer l'ADN et ils l'ont appliquée à plusieurs maladies. Donc, ils ont pu créer artificiellement l'insuline, alors qu'avant, on donnait aux diabétiques de l'insuline animale, qui était donc très compliquée à produire. Et ils ont fait la même chose après que l'hormone de croissance. Donc, ça, c'est un pari exceptionnel. Pour un pari exceptionnel, vous en avez plein qui, évidemment, ne fonctionnent pas. Et quand vous lisez le livre de Genentech, il y a plein de moments et de virages où ils auraient pu se planter, ça aurait pu ne pas passer. Donc, il ne faut pas tout parier sur une seule société, je pense. Faire attention à la taille de vos investissements, parce que c'est des investissements où vous pouvez aller à zéro. D'accord ? Bien regarder les valeurs. Il y a quand même une chose qui est intéressante en biotech en ce moment. Il y a des sociétés qui sont valorisées maintenant qui ont des valeurs nettes négatives. C'est-à-dire, si je prends une ligne qu'on a en portefeuille, Galapagos. Mimosa, est-ce que tu peux nous donner les 2-3 métriques sur Galapagos? En capitalisation, aujourd'hui, on doit être à 2,7 milliards et ils ont à peu près 4,3 milliards de cash dans les comptes. Et zéro dette. Et zéro dette. Donc, Galapagos, c'est quand même un truc intéressant. Qui est le dirigeant? Le dirigeant, c'est un ancien chief scientific officer qui vient de chez Johnson & Johnson. C'est Paul, excusez-moi, ça m'échappe un peu. Ouais, Stifel. Stifel, voilà. Donc, l'ancien, donc vous avez un type qui a tout validé d'un point de vue carrière, puisqu'il était chief scientific officer de Johnson & Johnson, qui a une tirelire avec 4 milliards, ça 4 milliards 3 en fait. 4 milliards 3. Il brûle très peu de cash dans il dépense à peu près 300-400 millions par an. C'est ça, c'est ce que j'avais en tête, 100 millions par trimestre. Et ça, c'est valorisé 2 milliards 7. C'est-à-dire que les gens valorisent tout ça zéro, moins cher dedans. Vous pouvez le voir dans l'autre sens. Et ce CEO vient de déclarer qu'il allait utiliser son cash, maintenant que les valeurs étaient baissées, pour faire des investissements ciblés dans des biotech qui lui paraissaient utiles. Quelque part, vous pouvez visualiser ça en vous disant, je peux acheter, en achetant Galapagos, un fonds de biotech géré par une équipe où je ne paierai pas de frais de gestion et où je paye ça avec une décote d'environ 30%. Donc, la biotech nous paraît une sphère intéressante en ce moment. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas des dossiers qui sont faciles et qu'il y aura beaucoup de déperditions. Donc, il faut bien faire attention à la taille de ces paris. Alors, question si on est couvert sur le dollar. Alors, est-ce qu'on est couvert sur le dollar? Oui, on est couvert sur le dollar. On a une petite exposition résiduelle. 5-6%. Voilà, de quelques pourcents. Ouais. Est-ce que l'investissement de Microsoft en ChatGPT peut rendre le moteur de recherche de Google obsolète? Je ne crois pas. Je lisais tout de suite, là, s'il y en a que ça intéresse ce sujet-là, il y a un article très intéressant du Time qui est sorti juste là sur le patron de DeepMind, qui est la société qui appartient à Google. Ce sont eux qui avaient fait le moteur qui a battu le champion du monde de Go. C'est quand même des sujets qui sont très compliqués, mais après Google lui-même, ils ont une place de marché, en fait. Donc, c'est un monopole. Tout le monde va sur Google et c'est parce que tout le monde est sur Google que Google est plus utile en termes de recherche. Donc, c'est la donnée qui rend, enfin, de ce que moi j'en pense et j'en connais, c'est la donnée qui rend Google inattaquable. Et pour l'instant, tant qu'il n'y aura pas un antitrust plus dur aux États-Unis, je pense que Google n'a pas de risque sur cette place-là. Alors, les questions se succèdent. Voilà. Mimosa, FH ou Saint-Gobain? Non, on n'a pas de position dans FH ou Saint-Gobain. On avait une ligne obligataire dans FH qu'on a préféré sortir avec un petit profit parce que la société a pris une position, a augmenté sa position dans Getlink, qui est la société qui gère l'Eurotunnel sous la Manche. Ouais. Voilà, et comme la participation montait pas mal, on pensait qu'il y a un risque qu'ils viennent acheter la société et Getlink est plutôt pas mal endetté. Donc, on a préféré sortir avec un petit profit sur la ligne des FH. Voilà, donc, comme on est sorti sur la partie, comme on n'a pas voulu garder l'obligation, c'est sûr qu'on n'a pas forcément envie d'avoir l'action. Voilà. Même secteur, quid de Pfizer? Avez-vous toujours une position? Alors oui, on a toujours une position sur Pfizer.
Pfizer, c'est un peu la même chose que BioNTech, c'est-à-dire que ça a gagné beaucoup d'argent, c'est pas forcément reconnu trop dans le prix. Avec cet argent, ils font des investissements ciblés à droite ou à gauche. C'est ça, ils vont lancer d'ici un an et demi pour la première fois entre 18 ou 19 traitements, en fait, de nouveaux médicaments, ce qui n'est jamais arrivé, en fait, dans l'histoire Donc, ils se servent, en fait, de l'argent qu'ils ont gagné dans le Covid pour relancer des médicaments dans plein de domaines différents. C'est aussi un dossier qui n'a pas d'implication, récession, hausse des taux, baisse des taux. Voilà. On avait rajouté récemment aussi également pour jouer le côté Paxlovid sur la Chine. Oui, alors ça c'est important. Donc le seul traitement reconnu quand vous avez le Covid pour que ça aille mieux, c'est le Paxlovid. C'est le seul qui est vraiment sorti du lot. C'est c'est Pfizer qui le produit. Et pour le coup, il y a de plus en plus de discussions pour qu'il soit distribué de manière massive en Chine. Alors, pour apprendre ce que c'est que massif, Albert Bourla, le patron de Pfizer, a déclaré il y a une semaine. Il y avait une grosse conférence de la biotech. Il a dit qu'en fin d'année, il distribuait plutôt quelques milliers de Paxlovid en Chine et que là, on est passé à des millions dans les premières semaines de janvier. On a rajouté 3 zéros. Ouais. Donc, si ça devient un accord massif, ils viennent de signer d'ailleurs un accord de production pour le Paxlovid avec la Chine. C'est ça. Donc ça, on pense que voilà, c'est pareil, il y a pas mal d'optionnalités là-dessus qui ne sont pas forcément dans les prix de marché. Et on pense aussi que la partie vaccin sur le Covid pourrait durer plus longtemps que ne le pense le reste du marché. Alors, je continue sur les questions. Non, il y a quelqu'un qui est en train de taper. Mais... D'accord. Et donc, ça, on a tout vu. OK. Non, donc on n'a pas d'autres questions pour le moment. Alors, néanmoins, y a-t-il des choses à faire dans ces marchés qui vous semblent chers? C'est ce qu'on passe nos journées à faire, en fait. On passe nos journées à… Alors, DBV Tech, je ne connais pas du tout. Moi non plus. Non, on ne connaît pas. On va regarder et on vous dira, mais là, pour l'instant, on ne connaît pas du tout. Donc, est-ce qu'il y a des choses à faire dans ces marchés qui nous semblent chers? On passe nos journées à chercher les sociétés. Ah, si, il y a une société dont on n'a pas parlé, qui est une des grosses lignes, qui est Volkswagen. Oui. Volkswagen, on a une ligne qui est pas loin de 6% du portefeuille. Donc Volkswagen, on est rentré à un prix plutôt bas, vers les 125. C'est un prix que chalement on le connaît parce qu'on l'a traité après le scandale du Dieselgate. Aujourd'hui… C'est un point important, ça, c'est-à-dire que le 125, c'est le prix que valait Volkswagen après le Dieselgate en septembre 2015 et 7 ans. Donc le marché dit Volkswagen en 7 ans, ça n'a pas progressé d'un iota. Et encore, c'est valorisé, ça valait 160 la veille du scandale et c'est descendu à 120 juste après, et après vers les 90. Donc, effectivement, le 120 n'est pas très cher, surtout qu'il s'est passé un événement majeur l'année dernière. En fait, ils ont sorti Porsche, ils l'ont fait coter. Aujourd'hui, si on prend en fait la partie de Porsche que détient Volkswagen, on enlève ça de la capitalisation de Volkswagen. En fait, il nous reste juste ça, en fait. Pour valoriser toutes les marques aujourd'hui, Volkswagen, Audi, Skoda, les camions MAN, Scania, Golf, voilà. Bentley, donc on ne paye rien du tout, en fait. Donc tout ça vaut rien. Voilà. Le cours a baissé en fin d'année. Donc les gens voient juste le cours qui baisse parce qu'on a reçu un énorme dividende. De 19 €, en fait, c'était le dividende exceptionnel. Voilà, lié à l'introduction en bourse de Porsche. C'est ça. Et voilà, on pense qu'on a de belles perspectives. Ce que Pierre, en fait, qui est donc l'autre gérant qui n'est pas sur le canapé aujourd'hui, nous disait, c'est que de tout ce qu'il a lu, lui, la société qui a l'air le plus à même de percer en termes de véhicules électriques par rapport à Tesla serait Volkswagen. Voilà, donc on aime bien les dossiers comme ça où on a une entrée valeur, d'accord, bien, avec un prix et de la marge de sécurité sur la partie prix, plus une thématique sur le long terme qui nous paraissent intéressantes. Je pense même aussi qu'en termes d'ordre de grandeur de véhicules vendus, on est toujours plus bas que les niveaux pré-Covid, donc on a également marge là-dessus. On doit être à 20% sous les niveaux de pré-Covid de 2019. Donc on a quand même du potentiel au-dessus. Que pensez-vous de Tesla? Franchement, on ne pense rien de Tesla. On a eu l'année dernière, à un moment, des arbitrages sur Twitter. Moi, personnellement, ça m'a fait extrêmement mal à la tête de suivre les tweets d'Elon Musk. Là. Donc, on a gagné un peu d'argent, c'est très fatigant. Ouais. Donc, on a arrêté l'arbitrage Twitter. Et on a arrêté le suivi d'Elon Musk sur Twitter aussi. Donc, ça c'était une très bonne idée.
Et donc Tesla, il n'y a pas une seule raison fondamentale de jouer avec cette valeur. Voilà. Donc comme ce n'est pas fondamental, nous on préfère pas jouer et passer. Après, mon explication qui vaut ces 30 centimes sur le dossier, c'est que Musk est un mec génial, totalement hors norme. Il a fait un truc extraordinaire avec Tesla, mais parfois, quand vous avez une histoire extraordinaire, le marché en fait un truc encore plus extraordinaire. C'est-à-dire que Musk a fait une Ferrari et le marché valorise ça comme un Mirage F1. Voilà, une Ferrari, c'est super, mais ce n'est pas un Mirage F1. Et donc, qu'est-ce qui se passera après? Ce sera compliqué. Après, d'un point de vue très large et un peu plus macro, il vend des voitures électriques. Voilà, et donc il a maintenant plein de concurrents qui vendent des voitures électriques. Alors il est peut-être meilleur que tous, d'accord? Il peut peut-être se passer un truc comme Apple avec les téléphones portables où tout le monde en vendait et c'est Apple qui a pris tout le gâteau. Ça paraît plus compliqué sur l'automobile. Il y a un secteur où il y a beaucoup plus d'acteurs historiques depuis très longtemps, qui emploient beaucoup de monde. J'imagine que l'Allemagne va défendre ses constructeurs, que chaque pays a les siens, etc. Et qui demande beaucoup plus de CAPEX que sur la voiture électrique. Donc je pense que ce pari-là me paraît plus à risque. Et la valorisation, elle est faite comme si ce pari avait quelque part déjà réussi. Avez-vous uniquement des performances en matière de performance financière corrigée du risque pour sélectionner en matière des actifs et des préférences en matière de performance extra-financière? Mimosa. Donc on parle d'ESG là, je pense. ESG, c'est ça, oui. On est passé en fait en fin d'année article 8. Donc on se concentre sur le E et le G, pas sur le S, même si une partie du G qui est la gouvernance couvre une partie du côté également social. Voilà. Après, on peut peut-être vous passer la politique qui explique les différents critères pour la notation du portefeuille. Voilà, c'est plus vu comme une sélection de critères chez nous pour que ce qu'on trouve en termes d'investissement puisse être validé selon cette checklist que dans l'autre sens. Quel changement de stratégie par rapport à 2022? Alors, 2022, nous, toute l'année 2021, c'était assez simple. On a dit c'est une énorme bulle, c'est comme 2000, et donc ça se terminera mal. Donc, on a été positionné très protection. Si je donne les grands axes d'attribution de performance 2022, on doit avoir une très grosse part. 7% venait de la protection, en fait. C'est ça. En gros, on doit faire. On faisait à peu près moins 2 en fait en performance 2022. On avait plus 7 qui venaient de. Plus 7 de la protection et moins 4 sur l'obligataire. Voilà, et moins 5 sur les actions. Voilà, c'est un gros leg. Donc, on avait beaucoup de protection parce qu'on pensait vraiment que ces valorisations étaient pas tenables et que ce flux d'argent, c'est une statistique qu'on a citée plusieurs fois, mais elle vaut vraiment le coup, celle-là, elle est très factuelle. On avait regardé les ouvertures de comptes de particuliers aux États-Unis. D'accord. Si vous preniez fin 2019, si vous partiez bas 100 en 2017, par exemple, vous restiez à peu près à 100 2017-18. Fin 2019, vous montiez à 110. Puis quand le Covid démarre, vous montez à 300, 400. Voilà, 400 en mars 2020 et vous restez à 300 toute l'année 2020. C'est-à-dire ça reste un rythme qui était, donc l'ouverture de compte de particuliers, 3 fois la norme d'avant, d'accord, toute l'année 2020. Et quand arrive l'échec du gouvernement Biden et Trump, d'accord, février 2021, vous passez à 1200. C'est-à-dire que tout l'argent, enfin une très grosse partie de l'argent qui a été donné, il est parti directement dans les marchés. Pourquoi? Parce que les gens avaient leur salaire qui avait été maintenu, ils avaient moins dépensé parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Donc cet argent est arrivé, ils n'en avaient pas besoin. Et comme ils voyaient que les marchés bons coups, ils l'ont tous mis dedans. Et ils sont arrivés et ils ont acheté les Rivian, les Snap, etc., sur lesquels ils ont fait des performances catastrophiques. Donc ce phénomène-là, il n'est plus là aujourd'hui. D'accord, donc on est moins prudent, on est moins positionné à la baisse. On a une petite position de quelques pourcents sur le Nasdaq à la baisse au cas où il y a un grand trou d'air qu'on soit protégé, mais qui est beaucoup plus petite que l'année dernière, à peu près à peu près 5%. Un quart. Voilà. Aujourd'hui, on n'a que 5%. Voilà. Donc un quart de ce qu'on avait l'année dernière, beaucoup plus petite. Sur le reste de la partie longue, on essaie de chercher des choses en termes de valeur, on est un peu plus mesuré. On a un peu peur du scénario qu'on décrivait au tout début, type 2001, c'est-à-dire qu'on pense que les nouvelles des entreprises, enfin, vous ne pouvez pas avoir
Facebook, par exemple, une société qu'on connaît bien, qui dit on s'est trop excité sur les dépenses, on réduit la voilure. Amazon qui dit on réduit la voilure. Ils ont annoncé des gros licenciements aussi. Salesforce, comme le disait Mimosa. Vous ne pouvez pas avoir ça partout et vous dire tout va être euphorique. Une des grosses bulles de valo qu'on voit en ce moment, c'est tout ce qui est dans le cloud. Vous avez plein de sociétés qui valent 20, 30, 40 milliards, qui font des chiffres d'affaires de 400 millions par trimestre. Voilà, et qui perdent 300, 400, 500 millions tout de l'argent. Elles, leurs clients, c'est ces grosses boîtes de tech. Elles ne vont pas leur dire là, super, on fait comme d'habitude, on augmente les factures, on fait x2 sur les budgets. Elles vont leur dire, les gars, vous avez vu, on vire du monde, on coupe tous les coups, voilà. Donc, j'ai assez peur de ce news flow-là. Voilà, et comme tu disais, en fait, il y a les comptes brokers, là, ils se sont stabilisés. On ne voit pas de nouvel argent arriver sur le marché, en fait. Non, ça, on ne pourra pas en avoir, parce que pour que le nouvel argent arrive, il faut que les gens aient les poches pleines. Or, les gens, ils sont en train de taper dans leur saving là, parce qu'ils ont perdu d'abord beaucoup sur le marché. Alors, ils ne vont pas vendre, ils ne vendent pas. En 2000, ils n'ont pas vendu non plus. Ils achètent en haut, ils prennent la baisse, puis ils restent en espérant un jour que ça remonte. Donc, il n'y a pas de vente, mais il n'y a pas d'argent frais qui rentre. Et avec l'inflation qui monte, leur pouvoir d'achat attaqué, donc ils tapent dans leur saving pour parler. Donc, je ne pense pas qu'il y aura d'argent qui viendra de ce côté-là sur les marchés. Alors, je vois une autre question qui est, les clients recommencent à s'exciter, acheter la Chine rouvre. Alors, il y a un énorme, la Chine, c'est la grosse incertitude. Moi, je suis un économiste sur la Chine qui écrit beaucoup, que vous pouvez trouver sur Twitter, qui s'appelle Michael Pettis. Il n'est pas très rassuré quand même. Donc, je ne sais pas si ce sera aussi simple que ça. Et je pense à nouveau que les cours des sociétés anticipent beaucoup. C'est-à-dire qu'une LVMH, par exemple, qui est déjà beaucoup montée, enfin tout le luxe français, qui tire tout le CAC. Combien le luxe représente du CAC maintenant? Pas loin de 35% en comptant le réel dedans, en fait. Et c'est monté pas mal, plus 14, plus 15, en fait. Une grosse partie de la hausse du CAC aujourd'hui s'explique par le secteur du luxe. Tout ça, c'est par le secteur du luxe qui commence à être revalorisé à nouveau très cher. Donc, si ces bonnes nouvelles arrivent, elles sont quelque part déjà dans les prix. Donc, si ça tombe bien, c'est déjà beaucoup dans les prix. Si ça tombe un peu et que ça déçoit, il y a plus de mal à se faire. Vision sur les OC, comment valoriser les OPC sur le non-coté? Alors, la question 3, pas compris. La question, sur le non-coté, en tout cas, c'est deux questions différentes, mais sur le non-coté, c'est pas du tout pareil que nos exercices à nous. La valorisation est faite entre experts, donc c'est sûr qu'elle n'a pas du tout les mêmes impacts qu'une valorisation d'un actif listé où on vous dit le cours s'étend, si ça fait moins 50, c'est moins 50. Donc ça, c'est peut-être un point important, parce que dans les moments de baisse, généralement, on finit par comparer les performances des actifs liquides que vous pouvez vendre à tout instant à des actifs pas liquides. On dit que les private equity ou l'immobilier ont fait mieux, mais ils ont fait mieux parce que personne ne vend les actifs. Si demain vous voulez vendre votre PME ou votre immeuble, ça sera certainement pas les prix qui sont affichés là en fin d'année. Mais bon, ça, ce n'est pas notre domaine de compétence, donc on ne va pas rentrer dedans. Alors, je reviens sur Volkswagen. Levier opérationnel sur Volkswagen qui reste 2 fois moins rentable que Stellantis. Risk value trap. Alors, le scandale de 2015, je ne suis pas certain qu'il ait encore des impacts aujourd'hui, parce que justement, à la suite du scandale, Volkswagen est reparti dans un agenda extrêmement pro-environnement. Donc, c'est pour ça qu'ils ont investi massivement sur l'électrique. Donc, je pense que de ce côté-là, ça pourrait plutôt leur ramener un peu de choses positives. Et sur la partie rentabilité, moi, je n'ai pas regardé Stellantis en détail, parce que sur Stellantis, on n'a pas l'avantage de valeur qu'on a sur Volkswagen. Je rappelle, Volkswagen, ce qui nous intéresse, c'est que si je prends Volkswagen et que j'enlève la valeur de Porsche, d'accord, il me reste, j'ai la boîte pour à peu près gratuit. Donc, rien qu'en termes de dividendes cette année, on a touché à peu près 10% de notre prix d'entrée. Donc nous, plus, 2 fois plus pratiquement. Ouais. On a touché combien de dividendes? On a touché à peu près 19 € en fait sur notre prix d'entrée de 125, à peu près 19% en fait. Donc prix d'entrée, pas loin. D'accord. Donc c'est ce côté-là qui nous intéresse. Nous, on est vraiment value, c'est ce côté valeur qui nous intéresse dedans. C'est pas le côté Paris, Stellantis, mieux que Volkswagen. Alors, une autre question d'Augustin. Hydrogène, plug power, air liquide, Renault.
On n'a pas regardé en détail, on a parlé un peu de l'hydrogène, mais on avait un expert sur le gaz il n'y a pas longtemps qu'on avait interrogé. On avait une petite ligne de BASF qui nous disait que l'hydrogène, entre ce qu'on en disait aujourd'hui et la réalité, ce serait quand même assez compliqué à mettre en place. Donc, on n'a pas regardé suffisamment pour pouvoir prendre des paris dessus. Dans des choses un peu similaires, on a une petite ligne sur GTT, qui est la société qui dessine les cuves pour tous les méthaniers sur le LNG. Ça, on aime bien. C'est un dossier que Pierre suit de près. Et on commence à regarder les dossiers de recharge des voitures électriques. Voilà, on a un call prévu demain avec la société Alfen. Voilà. Ça, c'est Pierre qui suit ça de plus près. McAfee. On va parler après. McAfee, ça, on ne connaît pas. McAfee, on ne connaît pas. Pierre-Alexandre, est-ce qu'on regarde les valeurs bancaires? Non. Non, c'est trop compliqué en fait. Trop compliqué. Voilà. On a travaillé un moment avec des gens qui étaient très bons sur les valeurs bancaires et même eux qui étaient très bons, il y avait beaucoup d'aléas entre ce qu'ils voyaient et les résultats qu'on sortait. Donc on n'a pas regardé. Et juste en termes de grandes lignes, tout le monde dit que les bancaires vont profiter des taux qui montent, c'est vrai, mais elles ont prêté à beaucoup de gens à des taux très bas. Et donc, comment est-ce que tout ça se refinance et qu'est-ce qui se passe quand il faut refinancer à des taux plus hauts? C'est le moment où là, il y aura peut-être des pertes à prendre. Donc, on pense que ce risque-là compense nettement le gain dont tout le monde parle dû au taux plus élevé. Opium, on n'a pas regardé, je ne connais pas. Non. Les bornes de recharge, Augustin, on est complètement d'accord. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de concurrence. Donc, on va bien regarder, voir quel est l'avantage concurrentiel dessus, hein, pour le garder en tête et voir si on s'en sort. On peut parler de Pershing Square. C'est vrai, on a une financière quand même. On a rentré une financière. Pershing Square. C'est une financière particulière. Pershing Square, en fait, c'est un fonds fermé géré par William Ackman qui investit sur une dizaine de sociétés américaines qui est cotée. Et aujourd'hui, on est rentré avec un décote de 35%. Je m'explique, si on prend les lignes une par une et on les valorise aujourd'hui au cours coté, on va dire que le fonds vaut 100 et nous, le fonds est coté, on a réussi à l'acheter à 65. Voilà, alors, Bill Ackman, pour le situer, c'est un géant d'hedge fund, il doit avoir 53-4 ans, il est milliardaire, donc il a fait une très belle réussite. Il a lancé ce fonds, je crois, en 2011-12. Il s'est pris après 2-3 grosses raclées sur des dossiers où il a perdu beaucoup d'argent. Un qui était assez connu, c'était JCPenney, qu'il a essayé de redresser avec le type qui avait fait les Apple Store et ça a été un fiasco total. Et donc, à ce moment-là, les gens qui ne pouvaient pas sortir de son fonds ont vendu, devaient trouver un acheteur pour entrer, donc ils ont vendu que des décotes. Mais depuis cette époque-là, il s'est passé deux choses. Un, Bill Ackman, il a reconnu qu'il s'était planté sur certaines choses, donc il a tiré des leçons de ses erreurs. Et deux, il s'est remis à surperformer de manière très importante. Et trois, il s'est reconcentré sur la gestion, parce qu'à un moment, il était beaucoup monté en taille d'encours, et donc il passait ses journées à faire des rendez-vous commerciaux. Ouais, c'est ce qu'il disait en fait, et en 2015, il a tout coupé en fait. Il fait juste 1 ou 2 calls dans l'année en fait, avec les résultats, et le reste du temps, voilà, il passe avec son équipe de gestion. Donc les perfs ont suivi, et maintenant, il gère quoi, à peu près 20 milliards? Non, son fonds coté, avec tous les trucs, on doit être pas loin de 10 milliards. Le fonds fait 10, mais au total, il a... Non, au total 10. Au total, il a 10, et le fonds coté fait combien? Le fonds, il doit faire 7-8 milliards. En fait, voilà. Il doit avoir 2 milliards à côté. Ce qui veut dire que le fonds coté, ça représente une partie très importante de ce qu'il gère aujourd'hui. Et il est massivement investi dedans. En fait, il doit avoir plus que 25%. Voilà, donc, lui et son équipe. Argent est dedans. C'est un gros alignement d'intérêt. Et lui, il ne va pas pouvoir dire à ses investisseurs tout le temps, et votre argent, il vaut 35% de moins que la valeur, la somme de la liste des actions. C'est ce qu'il disait dans son dernier cours aussi, qu'ils essaient aussi de racheter des actions, faire d'autres choses en fait pour réduire. On pense qu'à un moment ou à un autre, il se passera quelque chose. Donc on a un. Donc c'est pas ça qu'on joue dans les 6 mois qui viennent. On joue qu'on a un bon gérant avec une bonne performance, quelqu'un qui s'est pris des baffes et qu'on a appris, donc on trouve que ça le rend plus fort. Et il se peut, cerise sur le gâteau, qu'à un moment cette décote se referme. Et le dernier point qui nous intéresse, c'est que Bill Ackman, il ne pense pas du tout comme nous. C'est-à-dire qu'il achète des boîtes comme Chipotle qui payent des multiples beaucoup plus élevés que nous. Intellectuellement, on trouve ça rafraîchissant et bien pour nous de voir des gens qui ont d'autres visions, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent.
Entreprises, est-ce qu'on regarde les entreprises? Ah non, alors d'abord une question sur Seb. Alors Seb, on a beaucoup regardé. Surtout que dans Seb, il y avait cette participation avec cette société chinoise. Support, en fait. Support, ils avaient qui représentait 80% de la CAPI. C'est ça, et qui était plutôt cher, mais on valorisait cette partie. Je sais qu'on avait regardé, en fait, et on se posait la question, en fait, est-ce qu'après le Covid, tout le monde a acheté ses blenders, ses mixeurs, en fait, est-ce que cette demande-là va être encore là ou le problème sur Seb, comme le problème sur beaucoup de sociétés avec le Covid, c'est que le Covid, vous avez tout le temps, enfin, en tant que financier, en fait, il faut qu'on soit humble, on connaît toujours assez mal nos dossiers. Donc, on passe notre temps à faire des interpolations un peu linéaires. Et le Covid, ça a fait sur certains business models des trous d'air comme ça qui remontent, type les compagnies aériennes ou les restaurants, et sur d'autres sociétés type Seb, des explosions, tout le monde est parti cuisiner chez soi, acheter plein de trucs, puis ils redescendent. C'est très compliqué de savoir où va s'arrêter où va se trouver le point d'équilibre. Ce qui paraît important, c'est que les produits Seb, si vous allez dans un Darty aujourd'hui, ils sont chers, voilà, ils ne sont pas donnés, et je pense que les gens qui ont acheté 300 balles leur autocuiseur en 2020, ils ne vont pas forcément le racheter en 2022. Donc, vous pouvez prendre l'image de vous dire, si vous avez fait rentrer 100 mètres de queue de vos clients, qui auraient dû s'écouler en 2 ans, vous avez fait rentrer en 3 mois, ben vous avez fait un trimestre super ou une année super, et après, vous aurez moins de clients pendant un temps longtemps. C'est ce point-là sur Seb qui nous fait un peu peur. Donc, on a regardé souvent et on n'a pas acheté. Liberty Global, on n'a pas regardé. On en a entendu parler plein de fois parce que c'est dans beaucoup de hedge funds, mais on n'a pas regardé plus que ça. Entreprise de cyclage, je crois qu'on a fait un tour sur… On a fait Suez, mais c'était l'offre de rachat en fait qu'on avait joué. Oui, c'est ça, Suez a été racheté, par Veolia. On a gagné un peu de sous dedans d'ailleurs, mais c'est tout. C'est ça. Française des Jeux, on n'a pas regardé plus que ça. Pierre pourtant connaît bien le dossier, mais il n'en a pas reparlé parce qu'il avait travaillé dessus avant. Les semi-conducteurs, oui, ça, on le regarde bien parce qu'on s'est pris une déculottée totale sur les semi-conducteurs sur Intel l'année dernière. Alors, on en a tiré 2 leçons. Un, que c'est un secteur hyper compliqué, c'est-à-dire que c'est très difficile de savoir comment va se terminer ça évolue un peu par cycle en termes totalement par cycle. C'est-à-dire j'ai retrouvé des vieux comptes de 1975 où vous aviez 3 années de suite à 50% de croissance, puis 0 croissance. Donc déjà à l'époque, c'était compliqué. Et ce n'est pas par hasard que Andy Grove, le patron emblématique d'Intel, avait écrit un bouquin il y a 20 ans qui s'appelait « Seulement les paranoïaques survivent ». C'est que c'est vraiment un secteur compliqué. Et le deuxième sur Intel, c'est qu'elle est en pleine restructuration avec son CEO Pat Gelsinger, parce qu'elle a été gérée par des financiers pendant des années qui n'ont pas investi assez. Donc, est-ce qu'il va réussir son pari ou pas? Normalement, ça devrait être oui, parce que d'un point de vue géopolitique, ça peut plus, les États-Unis ne peuvent plus dépendre, et l'Ouest, uniquement de sociétés qui sont massivement en Asie, et en particulier TSMC à Taïwan. Mais qu'est-ce qui va se passer là dans les secteurs, dans les mois qui viennent? Ah oui, je travaille dans le secteur, je vous confirme qu'on a un peu de visibilité. D'accord. Ouais, nous, on a passé beaucoup de temps à lire dessus. À la fin, on ne voyait pas beaucoup plus clair qu'avant. Alors, malheureusement, on a lu un peu trop tard par rapport à notre cours, et on en a retenu un point important, c'est margin of safety, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rentrer dans les investissements avec une marge de sécurité sur le prix. On n'a pas été assez rigoureux sur Intel, c'est ce que je mettais dans mon premier billet de l'année. Donc, on sera très rigoureux cette année sur nos points d'entrée. Alors, Maximilien me dit qu'on arrive à la fin du canap, donc on a encore 1 ou 2 questions avant de raccrocher. Ah oui, on avait dit une demi-heure, ça fait 3 quarts d'heure. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions supplémentaires sur ce début d'année? Julien, convertible. On regarde une convertible Airbnb en ce moment, qui nous paraît intéressante. Airbnb, le stock est assez cher, mais là, on a un point global, en fait. Nous, on pense que 2023, ça va être des conditions économiques difficiles. Donc, par rapport à ceux qui faisaient de la voile le vent dans le dos, là, ils vont avoir le vent dans le nez. Donc, c'est les bons CEO qui vont s'en sortir. Ça va faire un peu le tri entre les bons et les moins bons. Le patron et le fondateur de Airbnb, Brian Chesky, c'est un bon. Il a toujours pris beaucoup de gens autour de lui. Il a pris le temps de beaucoup de conseils. Il était assez humble. Je me rappelle d'un long article de lui. Il était allé rencontrer Warren Buffett pour lui dire, moi, j'ai démarré cette boîte, c'est parti très vite. Comment est-ce que je gère? Donc, est-ce que vous pouvez m'aider à prendre des décisions? Donc, on aime bien cette approche-là. C'est une boîte qui gagne de l'argent. Alors, elle gagne
peu d'argent encore par rapport à sa valeur, mais il en gagne, ce n'est pas le cas de beaucoup. Donc, en equity, ça nous paraît cher. En convertible, ça nous paraît intéressant. Donc, Mimosa est en train de se coltiner le prospectus qui fait une taille certaine. Voilà, je fais dans les 200 pages, on va dire. Voilà. Donc, on le regarde et c'est un yield pas trop mauvais en crédit. On doit faire 5,2% là. Voilà. Donc on a un rendement correct là en dollars. C'est du dollar. Hein. C'est du dollar, ouais. Et si Airbnb devient un succès extraordinaire, on sera converti en action au-dessus. Bon, le taux de conversion est assez cher. Ouais. Vous pouvez noter d'ailleurs, je reparle de la bulle de 2021, que tous ces gens, y compris Airbnb, savaient que les valos de 2021 étaient des valos un peu hors normes parce qu'ils ont, pour 80% d'entre eux, émis de la dette sous forme de convertible tout en haut. D'accord. Parce que quand vous émettez en convertible comme ça, vous émettez des tout petits coupons. D'accord. Et puis vous dites, c'est bon, je ne serai jamais converti en equity et donc j'emprunte à des conditions extrêmement bonnes. Donc eux, ils avaient une idée de leur cours quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? 2 questions. Non, je crois que c'est tout. Une question de Mehdi, peut-être. Intéressez-vous aux petites et moyennes entreprises. Capi. Alors, on ne regarde pas de manière classe d'actifs l'une par rapport à l'autre. Donc, nous, on prend des stocks une par une. Ce qu'on a vu dans les petites entreprises, c'est nous, on pense qu'il y a eu une grosse bulle qui s'est montée, celle-là, sur un peu plus long, sur 5-6 ans, avec des multiples qui montaient de plus en plus, avec un cycle qui, à notre avis, lié à la liquidité. La liquidité s'est beaucoup réduite sur les marchés. Je pense que c'est un point qu'on ne dit pas assez souvent depuis des années, en fait, un peu partout. Donc, vous aviez des fonds small caps qui faisaient du 25-30 par an. Comme ils faisaient du 25 ou 30%, ils avaient des encours qui rentraient. Ils prenaient les encours et ils les mettaient dans les mêmes stocks qu'ils avaient, qui montaient. Donc maintenant, toutes ces boîtes… Ça auto-alimenté, en fait. Donc, donc ça fait des cercles vicieux. Enfin, ça monte en termes de valo. Et toutes ces boîtes qu'on voit maintenant, des 40, 50 de valo, 40, 50 de multiples, pardon, ou même 60, 80. Voilà. On ne comprend pas très bien comment ça se passera derrière. Donc, on n'a rien vu d'intéressant dedans et on n'a pas regardé, on n'a rien vu d'autre apparaître. Un point important quand même en termes de volatilité, si vous avez des petites caps, c'est forcément plus volatile, même si votre qualité de dossier est bien. L'activité TF1, on en avait et on a gagné pas mal d'argent avec TF1 pendant le Covid. On avait vendu, en fait, juste avant le Covid, on est rentré, mais comme le dossier n'est pas très liquide, c'est vrai que le cours… le cours est passé de 7 à 4. Voilà. Sans qu'il se passe des choses extrêmement dramatiques dedans. Voilà. Donc, faites attention à la volatilité sur la partie small cap. Alors, vous qui regardez, après l'évolution du Covid, sur la réouverture en Chine, l'explosion des contaminations et les risques dans le monde. Eh bien, ça, pour le coup, Henri Jean, on est très inquiet. En fait, si le sujet vous intéresse, bon, nous, on suit le Covid depuis très longtemps parce qu'on a eu la chance ou la malchance, on va dire, on était actionnaire de la société Carnival. Carnival, c'était la société de croisière qui a eu le bateau, le Diamond Princess, coincé au large du Japon au tout début. Donc, on est sorti de notre action Carnival rapidement, heureusement avant que ça baisse trop fort. Mais on s'est intéressé au Covid très, très tôt. Et donc, il y a si vous voulez, un point de synthèse sur le Covid. Il y a quelqu'un qui s'appelle le docteur Osterholm, qui est le spécialiste des pandémies aux US depuis 30 ans, qui travaille beaucoup avec le gouvernement américain, qui fait un podcast toutes les 15 jours maintenant qui s'appelle le CIDRAP et qui parle du Covid et de l'évolution dans le monde. Lui, quand on l'écoute aujourd'hui, il n'est pas rassuré du tout par ce qui se passe en Chine et par ce qui se passe avec les variants. En fait, plus vous avez de contamination qui ouvre, plus vous avez de possibilités qu'il y ait des variants qui sortent, et plus vous avez de chances que ces variants bougent, surtout s'ils sont en train de se balader partout dans le monde. Donc, les gens comme lui ne sont pas du tout du côté, c'est pas grave, c'est bon, c'est fini. Voilà. Ouais. Ce qui explique aussi notre positionnement BioNTech-Pfizer. Ouais. Mimosa, montée en puissance du conflit en Ukraine au regard de l'économie européenne. Tu peux peut-être en parler avec ce qu'on a fait avec BASF? Oui, BASF, on avait rentré en ligne, elle avait baissé au plus bas depuis 5-6 ans, juste après le conflit en Ukraine. Le stock est beaucoup remonté depuis, donc on a pas mal réduit la ligne. On s'est posé la question de re-rentrer en fin d'année parce qu'elle avait un peu décroché, mais pour le moment, le risque me paraît… En fait, on ne voit pas très clairement, en fait, est-ce que
ce qui se passera avec le conflit. Si vous suivez alors l'équivalent du docteur Osterholm pour le Covid, si vous voulez en suivre un seul, vous suivez François Hesbourg, qui est luxembourgeois, moitié français, sur la partie guerre en Ukraine, qui était par exemple un des rares à être très inquiet avant que la guerre démarre, et d'ailleurs qui avait écrit un bouquin je crois, qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle Le Retour de la guerre. Voilà. Lui, c'est un spécialiste de la défense depuis 30 ou 40 ans. Pour la petite histoire, à ceux que ça parle, François Hesbourg avec un H, il était le H sur la liste du groupe terroriste Action Directe dans les années 80. Voilà. Ceux qui ont tué Georges Best, qui était à B. Donc, heureusement, ils ont été arrêtés avant d'aller à H. Donc, c'est un type qui est vraiment dans son univers là-dessus. Lui, il n'est pas du tout rassurant non plus. Alors, il y a des scénarios, enfin, il ne dit pas du tout qu'on est proche d'une fin toute proche. Il y a une potentielle fin parce que les États-Unis font pression sur l'Ukraine pour négocier une paix, et comme ils tiennent l'armement, il se peut que ça sorte. Mais à part ce point-là, il n'y a pas un news flow positif dedans. Si vous suivez, ce que renvoie d'ailleurs de temps en temps François Hesbourg dans son fil Twitter, certaines des déclarations de ce qu'on voit sur la télé officielle russe sont quand même extrêmement inquiétantes. Il y en a un qui disait il y a quelques jours qu'il fallait faire une frappe préventive sur la France parce que Macron était un des principaux... la France était un des principaux pays qui soutenait l'Ukraine. Donc nous, ça nous paraît... c'est toujours une question de risque et de rendement. BASF, la remontée qu'on a là est plus de l'espoir que du factuel. L'espoir, c'est toujours plus dangereux, le sentiment, c'est plus dangereux que la réalité. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on s'approche de la fin. Je pense qu'on est au bout, je pense qu'on a terminé. Merci beaucoup à tout le monde. On espère que le format vous a plu. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse des choses différentes. Super, pour l'instant, on reçoit des compliments, donc c'est top. Merci à vous. On est ouvert à toutes les questions et bonne 2023 pour tout le monde. Merci. Merci, bonne soirée. Au revoir.